Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il y a quelques jours, ce bâtiment a accueilli un forum intitulé « Sommet pour l'avenir ». La Russie a accueilli avec compréhension l'idée du secrétaire général de convoquer ce sommet, car la crise que traverse notre organisation s'aggrave et il est urgent d'y remédier. Nous avons participé honnêtement à sa préparation, même si, pour être franc, nous n'entretenions pas d'illusions particulières. Dans l'histoire récente de l'ONU, de nombreux événements ambitieux se sont soldés par des déclarations fracassantes rapidement oubliées. Ainsi, le sommet du millénaire en 2000 avait proclamé l'objectif de libérer les peuples des fléaux de la guerre. Pourtant, un peu plus de 2 ans plus tard, les États-Unis, à la tête d'une coalition de volontaires, ont envahi l'Irak sous un prétexte risible et sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce pays ne s'est toujours pas remis des conséquences dévastatrices de cette aventure. En 2005, le sommet mondial de l'ONU s'était engagé en faveur de l'établissement d'une paix juste, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. Mais cet engagement sacré n'a pas empêché les États-Unis et leurs alliés d'encourager le dirigeant géorgien de l'époque, Mikhail Saakachvili, à lancer une agression armée en 2008 contre le peuple d'Ossétie du Sud et les forces de maintien de la paix russes. 3 ans plus tard, l'OTAN a orchestré une intervention militaire en Libye, détruisant son État et déstabilisant les pays voisins. En 2015, le sommet sur le développement durable a adopté des plans grandioses pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Mais en réalité, ces promesses se sont révélées vides face au refus des pays occidentaux de renoncer à leurs pratiques néocoloniales, consistant à siphonner les richesses du monde entier à leur profit. Examinez les statistiques sur le financement promis pour le développement des pays du Sud ou sur le transfert de technologies respectueuses de l'environnement. Comme Kofi Annan et Ban Ki-moon avant lui, le secrétaire général actuel a lancé son initiative sous le slogan d'une refonte de la coopération mondiale. Un slogan admirable, certes, mais comment parler de coopération mondiale lorsque l'Occident piétine toutes les valeurs immuables de la mondialisation qu'il prônait autrefois, promettant un accès égal à tous aux bienfaits de la civilisation moderne? Où est passée l'inviolabilité de la propriété, la présomption d'innocence, la liberté d'expression, l'accès à l'information, ou encore la concurrence loyale sur des marchés régis par des règles claires et constantes? Le secrétaire général évoque la coopération mondiale au moment même où les pays occidentaux ont déclenché une véritable guerre des sanctions contre la moitié, voire la majorité des États du monde. Le dollar, autrefois présenté comme un bien commun de l'humanité, a été transformé en une arme brutale. Depuis plus de 60 ans, le blocus commercial de Cuba perdure, malgré les appels répétés de la majorité écrasante des membres de la communauté internationale à y mettre fin. Avec pour seule ambition de maintenir leur domination, Washington bloque le fonctionnement normal de l'Organisation mondiale du commerce en matière de règlement des différends et freine la réforme des institutions de Bretton Woods, dont les structures ne reflètent plus la réalité des forces économiques et financières mondiales. L'ONU elle-même est en passe d'être transformée par l'Occident en un outil au service de ses intérêts égoïstes. Le sommet pour l'avenir a révélé des tentatives de diluer la nature intergouvernementale de l'organisation, retardant les réformes nécessaires dans les méthodes de nomination du secrétariat, où les postes clés sont monopolisés et pratiquement hérités par des représentants de la minorité occidentale. Si le secrétaire général appelle à une refonte de la coopération mondiale, il doit promouvoir des idées unificatrices et proposer des compromis, et non chercher des excuses pour intégrer des narratifs favorables à l'Occident dans le travail de l'ONU. Il n'est pas trop tard pour redonner vie à l'ONU, mais cela ne peut se faire qu'en restaurant la confiance, sur la base du principe fondamental d'égalité souveraine entre tous les États. Pourtant, la confiance continue d'être sapée, notamment par les actions de l'Occident visant à contourner l'ONU avec des formats étroits sous son contrôle pour traiter des questions cruciales, comme la gouvernance d'Internet ou les cadres juridiques d'utilisation des technologies d'intelligence artificielle. Ces problèmes concernent l'avenir de toute l'humanité et doivent être examinés sur une base universelle, sans discrimination ni quête d'avantages unilatéraux. Nous devons négocier de bonne foi avec la participation de tous les membres de l'ONU, et non à travers des processus manipulés par l'Occident, comme cela a été le cas avec le soi-disant pacte pour l'avenir, préparé sans aucune véritable consultation plénière réunissant tous les pays. Par conséquent, ce pacte, à peine conçu, a déjà rejoint le panthéon des déclarations grandiloquentes rédigées dans un anglais élégant mais vide de contenu réel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tel est, hélas, le sort des initiatives issues de sommets mondiaux, des promesses ambitieuses souvent condamnées à rester sans suite. Mais la situation n'est guère meilleure en ce qui concerne l'application des résolutions du Conseil de sécurité, pourtant contraignantes. Que dire du sabotage des décisions relatives au règlement de la question du Kosovo ou des accords de Dayton pour la Bosnie-Herzégovine? Le cas le plus flagrant demeure le blocage, depuis près de 80 ans, des résolutions consensuelles sur la création d'un État palestinien indépendant, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël.
Il n'existe aucune justification aux actes de terrorisme ayant coûté la vie à des Israéliens le 7 octobre dernier. Cependant, quiconque est encore capable de compassion s'indigne de voir cette tragédie d'octobre utilisée comme prétexte pour punir collectivement les Palestiniens, ce qui a conduit à une catastrophe humanitaire sans précédent. Il est impératif de mettre fin immédiatement aux meurtres de civils palestiniens à l'aide d'armes américaines. Il faut assurer la livraison de l'aide humanitaire dans l'enclave, reconstruire les infrastructures et surtout garantir aux Palestiniens leur droit légitime à l'autodétermination. Ce droit doit être concrétisé par la création d'un État viable, territorialement continu, dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Un autre exemple criant de recours au terrorisme à des fins politiques est l'attaque inhumaine contre le Liban, où des technologies civiles ont été transformées en armes meurtrières. Il est urgent d'enquêter sur ce crime, mais il serait déjà irresponsable de taire les nombreuses publications dans les médias, y compris européens et américains, qui suggèrent un degré d'implication, ou à tout le moins, de connaissance préalable de Washington dans la préparation de cet attentat. Les conséquences sont claires. La compétitivité économique de l'Union européenne a été gravement compromise pour de longues années au profit des États-Unis. L'Occident porte également la responsabilité de dissimuler la vérité sur les auteurs de nombreux autres crimes odieux, notamment la provocation sanglante dans la banlieue de Kiev, Boutcha, en avril 2022, et les empoisonnements de citoyens russes en Grande-Bretagne et en Allemagne. Le secrétaire général de l'ONU ne peut rester à l'écart des efforts pour établir la vérité dans des situations qui touchent directement la sécurité mondiale. Il a l'obligation de respecter scrupuleusement l'article 100 de la Charte, d'agir avec impartialité et d'éviter toute tentation de favoriser certains États, en particulier ceux qui appellent ouvertement à la division du monde en jardins fleuris et jungle sauvages, ou en ceux attablés à la table démocratique et ceux inscrits au menu. Nous ne devons pas oublier l'historique de ceux qui imposent leurs règles au reste du monde. L'invasion de l'Afghanistan et les 20 années de présence désastreuse d'une coalition bien connue ont favorisé l'émergence d'Al-Qaïda. L'agression contre l'Irak a directement conduit à la création de Daesh. La guerre en Syrie a vu naître le Front al-Nosra, aujourd'hui Hayat Tahrir al-Sham, tandis que la destruction de la Libye a ouvert la voie au terrorisme dans la région sahélo-saharienne et au flux massif de migrants clandestins vers l'Europe. Nous appelons ceux qui se soucient de l'avenir de leur nation à faire preuve d'une vigilance extrême face aux nouvelles aventures des inventeurs de ces règles. Une grande inquiétude est suscitée par la pratique devenue presque courante des assassinats politiques, comme l'attaque d'hier à Beyrouth. Les développements tragiques et inacceptables dans le conflit arabo-israélien, au Yémen, en mer Rouge, dans le golfe d'Aden, au Soudan et dans d'autres points chauds d'Afrique reflètent un fait incontestable. La sécurité ne peut être que globale et indivisible pour tous, ou bien elle n'existera pour personne. Cette vérité, pourtant simple, la Russie tente depuis des années de l'inculquer à Washington, Londres et Bruxelles, trop souvent aveuglés par un sentiment d'exceptionnalisme et d'impunité. Bien qu'ils aient promis à l'origine de ne pas élargir l'OTAN et signé en 1999 et 2010 des engagements à ne pas renforcer leur sécurité au détriment des autres lors des sommets de l'OSCE, l'Alliance Atlantique poursuit depuis 3 décennies son expansion géopolitique et militaire en Europe et s'efforce désormais de s'implanter dans le Caucase et en Asie centrale, posant des menaces directes à la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, des efforts similaires se déroulent dans la région Asie-Pacifique, où une infrastructure militaire se déploie pour contenir la Chine et la Russie, et où des blocs politico-militaires exclusifs sapent les architectures de sécurité inclusive sous l'égide de l'ASEAN. Dans ce contexte, il est frappant de constater que, tout en prétendant défendre la coopération mondiale, l'Occident continue, dans ses documents doctrinaux, d'accuser la Russie, la Chine, la Biélorussie, la Corée du Nord et l'Iran de menacer sa domination. En ce qui concerne la Russie, l'objectif déclaré est de lui infliger une défaite stratégique, presque comme le prévoyaient Londres et Washington en mai 1945, alors qu'ils préparaient secrètement l'opération impensable visant à détruire l'Union soviétique avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ces plans ne sont plus cachés. Les stratèges anglo-saxons espèrent vaincre la Russie par le biais du régime néo-nazi illégitime de Kiev, tout en préparant l'Europe à plonger elle aussi dans une aventure suicidaire. Je ne m'attarderai pas ici sur l'absurdité et le danger même de l'idée de tenter de vaincre une puissance nucléaire comme la Russie. Tout aussi absurde est le mantra des dirigeants occidentaux de Kiev, selon lequel il n'y aurait pas d'alternative aux négociations basées sur leur prétendue formule de paix. En défendant cet ultimatum voué à l'échec, l'Occident n'hésite pas à invoquer la Charte des Nations Unies pour exiger le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais je tiens à rappeler à mes collègues du secrétariat que la Charte ne parle pas uniquement d'intégrité territoriale. Dès son premier article, elle proclame l'obligation de respecter les principes d'égalité et de droit à l'autodétermination des peuples. Ces principes ont constitué la base juridique internationale du processus de décolonisation, qui reste à achever, malgré l'opposition persistante des anciennes puissances coloniales comme la France et le Royaume-Uni. En 1970, l'Assemblée générale a adopté à l'unanimité une déclaration affirmant que l'intégrité territoriale doit être respectée pour les États dont les gouvernements garantissent le droit à l'autodétermination et représentent l'ensemble de leur population.
Je souligne que cette décision unanime de l'Assemblée générale a été prise après de longues années de discussions difficiles. Il n'est pas nécessaire de prouver que les néo-nazis ukrainiens, qui ont pris le pouvoir à Kiev à la suite d'un coup d'État sanglant soutenu par les États-Unis et leurs alliés en février 2014, ne représentaient pas et ne représentent toujours pas la population russe de la Crimée, du Donbass et de la Novorossia. Les dirigeants occidentaux, pourtant si prompts à évoquer les droits de l'homme à tout propos, gardent un silence ostentatoire sur ces mêmes droits en ce qui concerne les actions de leurs protégés de Kiev. Afin de contrer cet oubli, je rappelle une autre exigence contenue dans le premier article de la Charte des Nations Unies, le respect des droits et des libertés fondamentales de toute personne, quelle que soit sa race, son sexe, sa langue ou sa religion. Après le coup d'État à Kiev, les droits des Russes et des personnes liées à la culture russe ont été méthodiquement annihilés. La langue russe a été légalement interdite en Ukraine dans tous les domaines, l'éducation, les médias, l'art, la culture et même dans la vie quotidienne. Un récent texte de loi interdit également l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. Ces violations flagrantes des droits des Russes, inscrits dans la Charte des Nations Unies, s'ajoutent aux menaces à la sécurité de la Russie et de l'Europe entière qui émanent du régime de Kiev et de ceux qui l'entraînent dans l'OTAN. Ces facteurs sont les causes profondes de la crise ukrainienne actuelle. C'est précisément pour répondre à ces causes que la Russie mène une opération militaire spéciale visant à protéger sa sécurité, ainsi que l'avenir de son peuple sur sa terre ancestrale. Nous apprécions les efforts sincères d'un certain nombre de nos partenaires pour proposer des initiatives de médiation motivées par les meilleures intentions. Nous saluons leur approche constructive orientée vers des résultats, contrairement à l'impasse qu'est la formule de paix de Zelensky. Nous appelons nos amis à prendre pleinement en compte les faits que je viens d'évoquer lorsqu'ils poursuivront leurs efforts. Sans la résolution de ces problèmes, il ne sera pas possible d'obtenir une paix juste fondée sur la Charte des Nations Unies. Un plan réaliste de règlement a été présenté par le président Poutine le 14 juin, lorsqu'il a une nouvelle fois démontré la bonne volonté de la Russie pour parvenir à des accords par le biais de négociations. Ces perspectives ont cependant été sapées par Kiev et ses protecteurs, à commencer par le coup d'État de 2014, le sabotage des accords de Minsk en 2015 et des accords d'Istanbul en 2022. Le niveau sans précédent d'arrogance et d'agressivité de la politique occidentale envers la Russie ne se contente pas d'annihiler l'idée même de coopération globale, promue par le secrétaire général, mais bloque également de plus en plus le fonctionnement du système de gouvernance mondiale, y compris le Conseil de sécurité. Ce n'est pas notre choix, et nous ne sommes pas responsables des conséquences d'une telle trajectoire dangereuse. Cependant, si l'Occident persiste, tout le monde en ressentira durement les effets. Pour la majorité des nations dans le monde, il est évident que la confrontation et l'hégémonisme ne résoudront aucun problème mondial. Ils ne font que freiner artificiellement le processus objectif de formation d'un monde multipolaire, fondé sur l'égalité des droits des grandes et petites nations, le respect de la dignité humaine, l'égalité des hommes et des femmes, et le droit des peuples à décider eux-mêmes de leur destin. C'est également une citation de la Charte des Nations Unies. Cela inclut également le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains. Ce principe, honteusement, a été bloqué par les États-Unis et leurs satellites lors du même sommet pour l'avenir, lorsqu'ils ont refusé d'adopter le pacte correspondant. Lors d'une intervention le 18 septembre au 4e Forum eurasien des femmes à Saint-Pétersbourg, le président Poutine a souligné la nécessité d'unir les efforts en faveur du développement durable et d'une sécurité globale, égale et indivisible. Les problèmes les plus complexes auxquels l'humanité est confrontée ne peuvent être résolus qu'ensemble, en tenant compte des intérêts de chacun. L'Occident doit en prendre conscience et renoncer à ses prétentions néocoloniales. Le Sud et l'Est global revendiquent de plus en plus fermement leur droit à une participation pleine et entière au processus de prise de décision sur l'ensemble des enjeux internationaux. Cette revendication devient particulièrement pertinente dans un contexte où l'Occident démantèle systématiquement le modèle de mondialisation qu'il avait lui-même créé. Le rôle des regroupements interétatiques en Asie, en Afrique et en Amérique latine se renforce, notamment celui de l'Organisation de coopération de Shanghai, de l'Union africaine, de la Communauté des États latino-américains et caribéens, de la Ligue des États arabes, de l'Union économique eurasiatique, de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et d'autres encore. Des contacts s'établissent entre ces structures d'intégration régionale, à la fois entre elles et avec le regroupement mondial des BRICS. Cela ouvre la voie à l'harmonisation des approches visant à mettre en place des mécanismes de coopération et de développement mutuellement avantageux, à l'abri des influences négatives extérieures et des dictats. Tous ces processus objectifs devront également être pris en compte dans le cadre des travaux du G20, où le G7 ne peut plus imposer sa domination. Il devient nécessaire de repenser les voies permettant d'assurer la sécurité dans les différentes régions, en tirant les leçons de l'expérience désastreuse des modèles centrés sur l'OTAN ou de ceux de la prétendue sécurité euro-atlantique que l'Occident a mis au service de ses projets expansionnistes. La Russie a proposé une initiative visant à former une architecture inclusive de sécurité égale et indivisible en Eurasie, ouverte, et je tiens à le souligner, à tous les États et organisations de notre continent commun, prêts à collaborer pour trouver des solutions mutuellement acceptables, en
exploitant les interconnexions et les avantages compétitifs naturels de l'espace eurasien unifié. Une conférence internationale à Minsk, qui s'ouvrira le 31 octobre de cette année, sera consacrée à cette question. Nous ne nous fermons pas au dialogue avec l'Occident. En juillet, à l'initiative de la Russie, des débats ouverts du Conseil de sécurité ont eu lieu sur la question de la construction d'un ordre mondial plus juste et durable. Nous considérons qu'il est important de poursuivre cette discussion, tant au sein des Nations Unies que sur d'autres plateformes. Un ordre mondial plus équitable implique indéniablement un élargissement de la représentation du Sud global au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous confirmons notre position en faveur des candidatures du Brésil et de l'Inde, tout en soutenant également les initiatives connues de l'Union africaine. Cependant, il est évidemment hors de question d'attribuer des sièges supplémentaires aux pays occidentaux, qui sont déjà largement surreprésentés au sein du Conseil. Mesdames et messieurs, en mai de l'année prochaine, nous célébrerons le 80e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle des dizaines de millions de personnes ont été victimes de la politique génocidaire du Troisième Reich, dont 27 millions de citoyens de toutes les nations de l'Union soviétique. Ces crimes ne peuvent être prescrits, ni trouver une quelconque justification morale de la part de ceux qui tentent aujourd'hui de réhabiliter les bourreaux nazis, les collaborateurs et leurs successeurs actuels, que ce soit en Ukraine, dans les pays baltes, au Canada ou ailleurs. Aujourd'hui, le monde est confronté à des défis extrêmement graves qui nécessitent une union des efforts, et non des confrontations ou une quête de domination mondiale. La Russie sera toujours du côté du travail collectif, de la vérité, du droit, de la paix et de la coopération dans l'intérêt de la renaissance des idéaux établis par les pères fondateurs. À cette fin, le groupe d'amis en défense de la Charte des Nations Unies, créé à l'initiative du Venezuela, joue un rôle central. Les objectifs et principes de la Charte restent pleinement pertinents. L'essentiel est que tous, sans exception, respectent ces principes non de manière sélective, comme s'ils choisissaient dans un menu, mais dans leur intégralité et leur interconnexion, y compris le principe de l'égalité souveraine des États. Ainsi, en travaillant à la création d'un équilibre juste des intérêts nationaux légitimes de tous les pays, nous pourrons réaliser l'objectif inscrit dans la Charte, faire de l'ONU le centre de coordination des actions des nations. Je vous remercie pour votre attention.